Salut à tous et bienvenue dans Playlivre. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine, d'autant que j'ai un invité que j'aime beaucoup et que vous connaissez bien aussi, c'est Clément Viktorovitch. Salut Clément. Salut Pauline. Je suis trop heureuse de te recevoir sur le plateau de Playlivre. Bonheur partagé. On en a rêvé, ça y est, on y est. Clément, je rappelle pour les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas que tu es docteur en rhétorique, chargé d'enseignement de rhétorique à Sciences Po. Et on peut t'entendre tous les jours sur France Info aussi, notamment dire des choses comme ça. Les 3 stratégies utilisées par Gabriel Attal portent un nom. Dans le langage courant, on appelle cela « faire de la langue de bois ». Les responsables politiques s'en servent effectivement pour échapper à des questions auxquelles nous serions en droit d'attendre une réponse. Mais il arrive également que ces stratégies apparaissent comme un moyen compréhensible pour eux de se protéger. Nous devrions, je crois, le garder à l'esprit. En rhétorique, ce qui est contestable, ce ne sont pas toujours les procédés, mais parfois plutôt l'usage qui en est fait. Clément, toi, aujourd'hui, tu es en plein là-dedans. Ce que tu fais chaque jour sur France Info, c'est que tu décryptes la langue de bois et tu continues d'utiliser pour ça ton arme fatale, la rhétorique. Bon, on va reprendre les choses à la base, si tu veux bien, même si depuis le temps, on a appris à comprendre un peu mieux ce que c'était. Mais qu'est-ce que c'est que la rhétorique ? Alors, la rhétorique, c'est un mot qui a l'air compliqué, un peu poussiéreux, obscur, peut-être même inquiétant, parce que derrière la rhétorique, on entend l'art de la manipulation. C'est beaucoup plus simple que ça. La rhétorique, c'est tout simplement l'art de convaincre, l'art d'emporter la conviction. Donc c'est un art que nous pratiquons toutes et tous au quotidien. Lorsqu'on cherche à convaincre notre patron de nous augmenter, on fait de la rhétorique. Quand on cherche à convaincre nos amis de partir à la montagne plutôt qu'à la plage, on fait de la rhétorique. Et puis, une scène de ménage, c'est peut-être la chose la plus rhétorique qui soit, évidemment. Et je pense que toutes et tous, on l'a déjà vécu. Donc la rhétorique, c'est un art du quotidien et c'est aussi un art politique parce que, bien évidemment, quand les hommes et les femmes politiques combattent pour nos voix, ils combattent avec des armes. Ces armes, ce sont des discours et les discours, elles nous frappent, nous, citoyennes et citoyens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître la rhétorique, pas seulement pour la pratiquer au quotidien, pas seulement éventuellement pour porter nos idées dans l'espace public, pourquoi pas, c'est aussi ça la démocratie, mais également pour se défendre contre les discours qui nous ciblent et être capable à la fin de lire entre les lignes, pour reprendre le titre de ma chronique sur France Info que tu mensitionnais, mais lire entre les lignes des discours, c'est ce qui nous permet de nous faire un jugement éclairé sur les problèmes publics et à la fin de voter avec le plus d'esprit critique possible. Comment la rhétorique est entrée dans la vie du petit Clément? Comment c'est arrivé à toi? Pourquoi ce tropisme au départ, en fait? Ça fait partie de ces questions auxquelles il est difficile de répondre parce qu'elles remontent à loin, en réalité. Et elles remontent tellement à loin qu'au bout d'un moment, on ne sait plus exactement démêler le vrai du récit. Donc, ce que je peux te livrer, c'est le récit qui est fait. Moi, mes parents, ils se plaisent à rappeler que j'ai parlé ou j'aurais parlé très tôt et apparemment très jeune. Déjà très bavard, oui, très prolixe. Exactement, très bavard. Et apparemment, j'ai très vite aimé les mots. Ce qui est vrai, c'est que le livre est dédié plutôt à mes 2 parents, à mon père et à ma mère. À mon père pour la musique et à ma mère pour les mots. Et c'est vrai que j'ai un père qui est passionné de musique, une mère qui est passionnée de littérature. Ils m'ont transmis ces 2 passions. Et la rhétorique, si on veut la définir de manière un peu poétique, on peut dire qu'au fond, ce sont des mots mis en musique par la parole. Et je pense que la rhétorique, je l'ai en très grande partie héritée de mes parents. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a influencé beaucoup aussi les choix de carrière que j'ai fait derrière. C'est-à-dire que la rhétorique, je l'ai héritée de mes parents, je l'ai étudiée derrière quand j'étais à l'université. J'ai fait ma thèse en partie dessus. Bon, j'aurais pu m'en servir pour faire plein de choses. J'aurais pu devenir communicant, j'aurais pu mettre ma parole au service des puissants. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir repartager ce savoir que j'ai en grande partie reçu en héritage. Clément, tu es venu nous parler de ton livre « Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours ». Ce livre, il est d'utilité publique, je le dis, et il en est déjà à sa 4e réimpression. C'est énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de l'édition, c'est colossal. C'est édité au Seuil. Pourquoi, ou plutôt comment, t'es venue l'idée de ce livre ? Ce livre, en fait, pour moi, c'est un peu plus qu'un livre en réalité. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un parcours. C'est l'aboutissement de 15 années de travail sur la rhétorique, 15 années d'études, j'ai fait ma thèse dessus, d'études, d'analyse, d'enseignement. C'est-à-dire que
Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'enseigne la rhétorique à Sciences Po. Et en fait, la rhétorique, comme toutes les disciplines, on l'apprend beaucoup aussi en l'enseignant. C'est pour ça que le métier d'enseignant est si passionnant. C'est parce qu'en réalité, plus on enseigne et plus on apprend sur la discipline que l'on est chargé de transmettre. Et puis de pratique également de la rhétorique, puisque moi j'ai été, au début de ma thèse, assistant parlementaire sur un temps assez court, mais j'ai été assistant parlementaire, donc j'ai écrit des discours parlementaires. Pendant quelques années, je suis intervenu sur des plateaux de débat. Donc quotidiennement, j'ai débattu. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais c'est de là que j'ai tiré ce chapitre dédié au débat, qui est le dernier chapitre de l'ouvrage. Donc vraiment, j'ai navigué dans la rhétorique depuis 15 ans, à la fois dans l'étude, dans l'enseignement et dans la pratique. Et il y a 6 ans, j'ai commencé à me dire, j'avais fini ma thèse, je savais que j'étais capable d'écrire un long format. Et je me rendais compte que sur la rhétorique, je commençais à de moins en moins répéter ce que j'avais lu ailleurs et de plus en plus donner mes propres conseils. Exactement, les règles que j'avais moi-même dégagées, des typologies que j'avais moi-même élaborées. Et j'ai commencé à me dire à ce moment-là, bon, il y a peut-être un livre à faire. Et puis derrière, ça a été 6 ans de réflexion pour être sûr d'écrire le bon livre au bon endroit. Moi, il y a 6 ans, j'étais encore Pour en témoigner, on en a souvent parlé dans les coulisses de l'émission notamment, mais c'est vrai que ça a été un travail ultra minutieux qui t'a demandé énormément de temps. Oui. Il est très renseigné, ce livre, hein, parce qu'en fait, il est fait un petit peu comme un manuel. Et je te disais très vite, ça pourrait être un manuel scolaire abordable peut-être à partir du collège ou du lycée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la démarche, elle est extrêmement pédagogique. Ta démarche, c'est la même que tu avais ici sur ce plateau. Est-ce qu'il existe, Clément, une rhétorique objective? Ou est-ce que la rhétorique sert toujours des subjectivités, des intérêts? Parce que telle que tu nous la proposes, on pourrait croire qu'on peut avoir des clés pour... voilà. Mais ce que tu enseignes, c'est à chacun à se défendre, me semble-t-il. Il reste de la subjectivité. Alors, il y a 2 questions en une, et les 2 sont passionnantes. Déjà, sur l'écriture du livre, est-ce que c'est un manuel ou pas? Si tu veux bien, j'aimerais en dire un mot, parce Absolument, que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en réalité. Parce qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à travailler et à réfléchir à ce livre, j'étais encore trop universitaire. Et j'avais commencé à écrire, et je m'étais rendu compte que j'avais encore la plume de l'ancien thésard, du jeune docteur, et le livre était trop compliqué. Et moi, je voulais faire un livre qui soit accessible à tous. Et c'est pour ça, à toutes et à tous. Et c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, et j'y suis revenu après avoir pratiqué les médias, après avoir pratiqué la chronique ici, sur le plateau de Clic, après avoir fait l'effort de m'adresser véritablement au plus grand nombre. Et en fait, ce livre, et ça va répondre à ta deuxième question, ça va commencer à y répondre, c'est un livre d'universitaire, et tu le disais, il est très renseigné, il est irrigué de la recherche la plus récente, en sciences politiques, en rhétorique, en psychologie. Il y a 25 pages de notes, des centaines de références, donc c'est un livre d'universitaire. Et en même temps, qui s'appuie sur la recherche. Et en même temps, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit effectivement un manuel pratique et accessible à tous. Donc, il n'y a pas un conseil qui ne soit pas doté d'un exemple ou illustré par une étude de cas. Il y a beaucoup de cas pratiques qui vont chercher dans la vie quotidienne. Et si j'ai bien fait mon travail, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si j'ai bien fait mon travail, le livre doit être accessible à toutes et à tous, avec 2 niveaux de lecture. Il l'est, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de cas où tu racontes, par exemple, que tu te retrouves à un dîner avec des amis et que là, il s'agit d'argumenter, on avait déjà parlé, mais par exemple, sur les arguments sur la peine de mort, tu reprends les arguments de Badinter, tu essaies de confronter les points de vue. Donc, on est vraiment, effectivement, dans un cas pratique. Ouais. Et ton obsession, on la retrouve, il me semble, c'est celle de donner des outils démocratiques aussi pour pouvoir être des penseurs plus libres, tous. C'est ce que j'ai vraiment essayé de faire, d'avoir ce livre qui soit à la fois un livre écrit par un universitaire avec la rigueur universitaire, mais accessible à tous. Un livre qui repose sur une architecture théorique solide, sur laquelle je travaille depuis des années et qui en même temps soit vraiment pratique et qu'on puisse utiliser dans sa vie quotidienne. Donc ça, c'est le livre que j'ai essayé d'écrire. Et ça m'amène à la question que tu posais, est-ce qu'il y a une rhétorique objective? En fait, il y a un système rhétorique, il y a des outils. La rhétorique, c'est un système d'outils de décryptage dont tout le monde peut se saisir. Et tout le monde peut... Quelle que soit sa personnalité, ses opinions politiques... Bien sûr. Et le livre, vraiment... Alors Parce que, par exemple, je te coupe 2 secondes, mais si on vient d'un certain milieu social, on ne va pas s'exprimer de la même manière, on ne va peut-être pas avoir la même rhétorique que quelqu'un d'un milieu différent, d'un milieu populaire ou bourgeois. Enfin, tout ça entre en jeu, j'imagine. Oui, bien sûr. Il y a une règle de la rhétorique, ça fait partie vraiment du premier chapitre, ou du deuxième chapitre plutôt, c'est que les arguments que l'on emploie doivent être adaptés aux personnes, aux auditeurs et aux auditrices qu'on a en face de nous. Et puis il y a une autre règle
qui traverse tout le livre. C'est que la rhétorique, elle doit aussi être adaptée au locuteur, à l'orateur ou à l'oratrice. Et en fait, il n'y a pas de bonne rhétorique, il n'y a qu'une rhétorique qui nous convient à nous. Et c'est vrai que selon le milieu social d'où l'on vient, selon les affinités qui sont les nôtres, selon la culture qu'on a, on ne va pas forcément utiliser les mêmes figures de style, on ne va pas forcément utiliser le même type de métaphore, on ne va pas forcément convaincre avec les mêmes armes, mais c'est pas grave. Ce qui compte justement, moi je vais contre cette idée qu'il y aurait une bonne rhétorique rationnelle, qui d'ailleurs très souvent serait la rhétorique des avocats et des hommes politiques, et puis que la rhétorique du peuple, eh bien, elle serait un peu inférieure. Et que quand on voit par exemple une infirmière qui vient sur un plateau de télé et qui témoigne de son vécu, certains pourraient dire oui, bon, c'est intéressant, mais c'est du témoignage, c'est moins intéressant. Non, pas du tout. Le témoignage, c'est un outil rhétorique qui est légitime, qui est fort, qui est puissant. Et donc moi, je pense que, et le livre est fait pour ça, il est fait pour que chacun et chacune puisse y trouver des armes, des outils qui lui correspondent. Qui aujourd'hui, Clément, t'inspire? Quel grand rhétoricien, grande rhétoricienne? Est-ce qu'il y a des gens qui forcent ton respect par leur expression, leur maîtrise de la rhétorique? Oui, bien sûr, il y en a. Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question en réalité, parce que il y a des orateurs et des oratrices présents, actuels, qui évoluent dans le champ politique, pour qui j'ai de l'estime en tant qu'orateur ou oratrice. Indépendamment de leurs opinions, c'est ce que Alors, tu veux dire. indépendamment de leurs opinions, mais si je réponds, évidemment, on va entendre un jugement sur les opinions derrière. Donc, je vais prendre volontairement deux personnalités qui sont retraitées aujourd'hui du champ politique. Et une à gauche, une à droite, comme ça, parce que j'aurais pu répondre en allant chercher Robert Badinter, donc pour lequel tu sais que j'ai une grande estime. Mais tu vois, pour aller chercher plus près de nous, prenons Nicolas Sarkozy, par exemple. Nicolas Sarkozy, c'est un orateur qui force le respect et qu'il est très intéressant d'étudier et dont on peut s'inspirer même. Nicolas Sarkozy en meeting, c'était une machine de guerre. Qu'est-ce qui fait sa force? Sa force, c'est que déjà, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui est capable de lire ses discours sans donner l'impression qu'il les lit. Et alors ça n'a l'air de rien, hein, mais c'est pas si simple que ça. Et ils sont peu à savoir le faire. Marine Le Pen, par exemple, qui a une très bonne technique rhétorique aussi. Marine Le Pen, on la voit beaucoup lire ses notes. Nicolas Sarkozy, jamais on le verra lire ses notes. Et puis, il avait un souffle épique. Enfin, Nicolas Sarkozy, c'est une puissance de l'intention, une force de conviction. Et il soulevait les foules de son meeting. Et derrière, il y a une technique qui est chirurgicale, au cordeau. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend en partie. Ça. Ça s'apprend en partie, bien sûr, et je l'enseigne encore aujourd'hui. Ça s'apprend en partie. Tout le monde peut apprendre à devenir un bon orateur ou une bonne oratrice. Pour moi, Nicolas Sarkozy, il commence à flirter avec le domaine des grands orateurs ou des grandes oratrices. Et là, je pense que ça se travaille, mais qu'il faut aussi une forme de don personnel. C'est comme tout le monde. Feu intérieur, oui, c'est ça. Chose d'un peu en fait, tu sais, indéfinissable. C'est l'exemple que je prends toujours. Tout le monde peut apprendre à chanter bien. Enfin, tout le monde peut apprendre à chanter bien et juste. Mais par contre, être un grand chanteur ou une grande chanteuse, ça, je crois que c'est pas donné à tout le monde. Et donc, la rhétorique, c'est pareil. Et pour prendre un autre exemple très différent, on peut parler de Christiane Taubira. Oui. Christiane Taubira, qui est une oratrice, alors, sur un tout autre registre que celui de Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'en meeting, elle aurait encore que, on l'a pas tant vu que cela, mais peut-être qu'elle aurait un peu moins cette force qui frappe l'auditoire, mais elle a quelque chose de poétique, d'évocateur, elle a une langue qui transporte par ses métaphores. Donc là, on a par exemple deux orateurs, enfin un orateur et une oratrice. Avec des styles très différents. Et qui sont très inspirants. Et c'est vrai qu'apprendre la rhétorique, ça passe aussi par écouter des discours et y rechercher de la beauté. Et ça, c'est intéressant parce que... oui, il y a un penchant esthétique chez toi aussi. Oui. C'est vrai que tu es un vrai... T'es fan de ça quand tu parles de ces gens-là. On sent l'émulation que ça crée, l'émotion que ça te procure. Et oui, ça donne presque envie soi-même, effectivement, d'aller regarder des discours pour s'en imprégner. C'est ce que tu dis. Et moi, l'effet que me fait un beau discours est assez similaire à celui que me ferait un morceau qui me parle. C'est-à-dire que la réaction que je vais avoir, elle peut être politique si j'entends quelqu'un qui avance des arguments qui me parlent. Mais elle peut être aussi esthétique. Et là, je peux la trouver dans tous les champs du spectre. Et je peux, devant une métaphore, dire « Oh, ça c'est beau ». Et ça c'est formidable. Et en fait, s'ouvrir à... Et c'est là-dessus, en partie, que je conclue mon livre, où j'explique que, bien sûr, il y a toute la technique, et la technique, c'est celle qui est présente dans le livre. Et puis, il n'y a pas que la technique, il y a cette dimension esthétique, et il faut réussir à s'y ouvrir pour ne plus simplement avoir une rhétorique efficace, mais aussi viser une rhétorique qui soit belle. Et je crois que c'est là justement où se situe la frontière entre le bon orateur ou la bonne oratrice et le grand orateur ou la grande oratrice. Alors pour ceux qui auraient quelques doutes sur leur capacité oratoire ou leur potentiel rhétorique, est-ce que tu aurais un conseil à donner, un tout premier, pour vraiment les novices, ceux qui
qui n'y entendent rien et qui même redoutent la prise de parole? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors là, le premier conseil qu'il faut donner, je dirais, est un conseil corporel. C'est-à-dire que l'orateur, avant d'être celui qui parle et que l'on écoute, c'est celui que l'on regarde. Et très souvent, on nous voit avant de nous entendre. Et en fait, on se rend compte, et ça dans l'enseignement, on le voit, que oui, c'est vrai, le corps a un impact crucial sur notre prise de parole. Donc apprendre à se tenir droit, avoir une bonne verticalité, apprendre aussi à poser son regard dans le regard de son auditoire. Déjà là, premier conseil, on vient de gagner en efficacité. Le deuxième conseil, il est paradoxal, c'est le silence. Le bon orateur, c'est celui qui sait faire vibrer un silence. C'est celui qui n'en a pas peur et qui, au contraire, sait l'utiliser pour conférer de la solennité et du poids à ce qu'il dit. Et ça, c'est pareil, c'est un deuxième conseil important. Et le troisième conseil, et c'est intéressant parce que tu vois, je donne aucun conseil textuel, mais je le fais volontairement, verbal. Le troisième conseil, c'est un conseil d'intention. Et ça, moi, je l'ai remarqué. Et c'est intéressant parce que l'intention de l'orateur, elle est à la fois impalpable et tangible. Difficile à caractériser et en même temps totalement concrète. Et très souvent, quand je donne des cours, hein, notamment à Sciences Po, mais même auprès des lycéens et lycéennes de Montreuil, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, très souvent, quand j'ai en face de moi un jeune orateur, une jeune oratrice qui fait un discours un peu moyen, la question que je pose, je pourrais dire, alors attention, ça va pas, les bras, la verticalité, le regard, je pourrais donner plein de conseils. Très souvent, je dis juste, qu'est-ce que tu souhaitais faire en parlant? Alors là, la personne répond, je sais pas, je voulais survivre à mon discours. Je dis ok. Maintenant, refais la même chose, mais dans ta tête, pense, je veux les convaincre, je veux les convaincre, je veux les convaincre. Et on se rend compte qu'avec ce seul conseil-là, tout d'un coup, la prise de parole, elle est transfigurée. Clément, je sais que tu es aussi un grand lecteur. On en a beaucoup parlé ensemble déjà, notamment de Dune, de Frank Herbert, mais aussi les romans d'Alain Damasio. Qu'est-ce qui te plaît tant dans la science-fiction, toi ? Ah, c'est... tu vois, je te disais que j'ai hérité mon amour pour la littérature de mes parents, de ma mère. Moi, j'ai une mère qui est passionnée de science-fiction. Elle lisait cela dans les années 80, quoi, à l'époque où la science-fiction était... Explosé aussi. Ouais, c'était les prémices, c'est vrai. C'est les prémices, quoi. Ouais. Moi, je sais que ma mère, elle a lu Fondation, Dune, quand c'est sorti. C'est vrai. Et à l'époque où c'était mal vu de lire de la science-fiction, c'était considéré comme du roman de gare. C'est vrai. Et aujourd'hui, on sait que Dune, c'est un chef-d'œuvre de la littérature, sans contestation possible. Et donc c'est par elle que j'ai hérité cela. Et c'est vrai que moi, la science-fiction, l'heroic fantasy, c'est toute ma jeunesse, toute mon adolescence. J'y ai trouvé une puissance de l'évocation, de l'imaginaire, vraiment une puissance de l'imaginaire, ce goût d'évoluer tout d'un coup dans un univers totalement différent. Et puis j'ai découvert un roman qui a beaucoup changé mon regard sur la littérature, mais comme pour beaucoup de gens, c'est 1984 de George Orwell. Et là, j'ai compris que la science-fiction, la littérature de l'imaginaire, c'était pas simplement une littérature qui nous faisait voyager, elle pouvait aussi nous faire réfléchir et mettre en évidence, en forçant le trait, des travers de nos sociétés actuelles. Et évidemment, 1984, c'est une dénonciation de la société totalitaire, mais quelques années plus tard, j'ai retrouvé ça avec les romans d'Alain Damasio, notamment son premier roman, La zone du dehors, qui pour moi a été vraiment... je l'ai reçu sur ce plateau. Bien sûr. Et on en parlait, et c'est le roman de Damasio le moins lu, et c'est pas mon préféré. Moi, j'ai préféré La Horde du Contrevent, justement pour cette puissance de l'imaginaire et de l'évocation. Mais La zone du dehors, c'est vraiment un livre dans lequel Alain Damasio, déjà, prédit d'une façon incroyable une partie des évolutions actuelles. Il l'a écrit il y a 15 ans, je crois. Et puis surtout, il nous montre comment est-ce que notre démocratie, ou du moins le système politique que nous appelons démocratie, peut, si on y prend garde, devenir aussi oppresseur qu'un totalitarisme. Et ça, moi, seule la science-fiction permet ça. C'est-à-dire, s'il avait écrit un essai, bon, ça aurait été intéressant, mais on se serait dit, bon, oui, ok, faisons attention. Et là, il nous le fait vivre, il nous le fait expérimenter dans notre chair, presque quand on lit son roman, et on en ressort en se disant que oui, il faut vraiment faire attention. Ce qui est incroyable, c'est que dans nos sociétés, depuis fort longtemps, on oppose justement cette force de la rationalité, de la rhétorique, de la rigueur, à la fiction, à l'imaginaire. On se rend compte aujourd'hui avec des auteurs comme lui, entre autres, et avec la littérature en général, la puissance de la fiction, et que les deux ne s'opposent pas, et que bien au contraire, ça crée justement, ça ouvre des portes infinies. Est-ce qu'il y a des auteurs, toi, qui t'inspirent, Clément, aujourd'hui, autres que de la science-fiction? Est-ce qu'il y a des gens qui encore excitent ta curiosité et ton imaginaire, justement? Oui, bien sûr, et notamment pour le livre, je me suis replongé dans deux de mes amours de jeunesse qui m'ont aussi énormément marqué et qui traversent le livre, c'est Molière et Edmond Rostand.
Et moi, j'ai cette passion pour le théâtre français, pour les personnages de valets malicieux, que ce soit Scapin ou Figaro, bien sûr. Tous les personnages malicieux te plaisent, hein? Moi, j'ai un certain goût j'ai un certain goût pour la malice. Moi, j'aime bien cette malice qui, sans être jamais malveillante, ne se prive pas néanmoins de faire passer un message. C'est ce que j'essaye modestement de faire dans mes chroniques. Je ne sais pas si je réussis, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et tu vois, je ne l'avais pas remarqué, mais je crois que ça remonte aussi à ce goût pour le théâtre des maîtres et des valets, mais dans lesquels moi, comme tout le monde, je pense, avait une petite préférence pour les valets. Et... Donc là, tu serais en train de jouer un rôle que tu as souvent lu, c'est ce que tu es en train de nous dire, ou de petit fou malicieux, justement, qui vient taquiner le pouvoir? Inconsciemment, peut-être. J'aurais pas la prétention, j'aurais pas cette prétention. Hein, Moi, je pose ça comme ça, mais... mais en tout cas, si un jour je pouvais jouer ce rôle-là et être à la hauteur de ces personnages, quoi, de Figaro, j'en serais honoré. Et puis Cyrano de Bergerac, qui est cité vraiment maintes fois dans le livre, qui est une de mes pièces préférées, que j'ai lue à de nombreuses reprises, que j'ai vu l'adaptation cinématographique avec Gérard Depardieu, je l'ai vu au théâtre. Enfin, c'est vraiment une pièce qui évidemment me parle, parce que Cyrano de Bergerac, c'est ce personnage qui utilise la rhétorique comme arme. C'est un bretteur, et en fait, Cyrano de Bergerac, c'est intéressant parce qu'on nous dit qu'il est un grand chevalier, un grand épéiste, et que tout le monde craint son épée. Ce qui est le cas. Enfin, on voit dans la pièce que... Il a un côté un peu grotesque aussi, un peu pathétique. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait qu'en fait, la véritable arme de Cyrano, là où c'est un vrai bretteur, c'est un bretteur avec les mots, et il montre combien est-ce que les mots peuvent être pires qu'une épée. Et la fameuse tirade à la fin de l'envoi « Je touche », certes, il vainc son adversaire à l'épée, mais il l'humilie avec son verbe, il le terrasse avec son verbe. Et Cyrano montre à quel point est-ce que la force de la parole, c'est une force que rien n'arrête. Et en même temps, tu le disais, et moi c'est pour ça que ce personnage me fascine. Il est très émouvant, oui. Il est à la fois émouvant et tu disais grotesque, et c'est vrai. Il y a un aspect dans Cyrano qui n'est pas du tout présent dans l'interprétation qu'en donne Depardieu, mais il y a un aspect qui est compris dans le texte de Rostand qui est beaucoup plus sombre, où Cyrano, c'est aussi quelqu'un qui est lâche, qui n'osera jamais prendre... Qui est un peu revanchard, un peu frustré, quelque part. Mais frustré par sa lâcheté, parce que quand on y réfléchit, Cyrano, c'est quelqu'un qui accepte de combattre quand il sait qu'il a déjà gagné. C'est pas beau, ça. Mais c'est le cas, pourtant. Ouais. Cyrano accepte de combattre quand on le défie à l'épée, il accepte de combattre quand on le défie sur le plan rhétorique, mais par contre, quand il s'agit de prendre un vrai risque et de se déclarer auprès de Roxane, qui est le seul combat qu'il n'est pas sûr de gagner, eh bien là, il se défile et il ne le fera jamais, sinon quand il aura un pied dans la tombe. Et donc, il y a cette lâcheté intrinsèque dans Cyrano qui est très sombre. Il y a une cruauté aussi. La tirade à la fin de l'envoi « Je touche », je disais tout à l'heure, j'employais le mot « humilié », mais il y a ça dans le texte. Et Depardieu le joue de manière très romanesque, mais en fait, on peut le lire autrement, on peut le lire comme un passage d'une immense cruauté pour ce marquis qui, au fond, lui a pas fait grand-chose. Et donc moi, ce personnage ambivalent, à la fois brillant et en même temps détestable par certains aspects, je le trouve merveilleux, fascinant, quoi. Clément Viktorovitch, qu'est-ce que c'est qu'un grand livre pour toi? C'est une bonne question. C'est une bonne question, et tu vois, la première réponse qui me vient, qui est peut-être pas la bonne, mais c'est celle qui me vient. Pour moi, un grand livre, c'est un livre qui traverse les âges. Et pour moi, c'est un livre qui traverse les époques et qui... Mais pourquoi? Parce que traversant les époques, il fait preuve de la plus haute qualité qui soit, qui est l'universalité. Et tu vois, le fait qu'on puisse lire Cyrano de Bergerac et y trouver encore aujourd'hui une description des passions de l'âme, de la flamme du verbe qui nous parle encore aujourd'hui, bon, c'est merveilleux. Qu'on puisse lire les maîtres et les valets de Molière et Beaumarchais. J'ai pas cité Beaumarchais tout à l'heure, quel scandale. D'ailleurs, Figaro, c'est évidemment Beaumarchais et pas Molière. Qu'on puisse lire les maîtres et les valets de Beaumarchais et de Molière et se dire encore aujourd'hui, voilà mon idéal. Tu vois, c'est quelque chose de fort de se dire, moi, l'idéal que j'aimerais incarner, en fait, c'est un Figaro ou c'est un Scapin. Il y a une forme d'universalité. Et puis, tu vois, pour prendre les livres qui me parlent moi, qui sont alors là des livres plus de non-fiction, comme on dit aujourd'hui, mais on peut lire L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer encore aujourd'hui, et le livre continue de nous parler, à la fois par les stratagèmes qu'il déploie, et puis par son introduction, qui est un défi intellectuel, qui nous demande, mais qu'est-ce que c'est au fond argumenter ? Et quand on argumente, y a-t-il vraiment la vérité en jeu ou n'y a-t-il pas que la victoire ?
Et bon, Schopenhauer le dit beaucoup mieux que moi, mais quand on lit son introduction, on en ressort dérangé en se disant, mais au fond, à quoi ça sert encore de parler avec ma famille et mes amis ? Et tu vois, il y a une forme d'universalité. Et donc, un livre qui réussit à traverser les époques, et voire même à traverser les continents, pour moi, c'est peut-être ça, le signe d'un grand livre. Clément, moi, je connais la force de ton imaginaire. On a souvent l'occasion d'en parler. On connaît ta puissance rhétorique et de raisonnement. Est-ce qu'on aura un jour la chance de lire un roman de Clément Viktorovitch ? Est-ce que tu t'imagines auteur de fiction ? Un roman, honnêtement, je ne sais pas. Et pour tout te dire, aujourd'hui, c'est pas du tout dans mes projets. Mais parce que ça me semble insurmontable. Voilà, ça me semble insurmontable. Ce livre l'était aussi, j'en suis témoin. Tu nous l'as dit quelques fois. Oui, mais tu vois, je savais que j'étais capable de l'écrire. Je ne savais pas si je réussirais à l'écrire, si je réussirais à aller au bout, mais je savais que j'étais capable de le faire. Quand je me suis lancé dedans, j'avais déjà écrit une thèse, c'était un travail intellectuel, je suis dans mes souliers. Alors, bon, ce livre, c'est 480 pages, 1 an et demi d'écriture non-stop, c'est un gros boulot, mais je savais que j'étais capable de le faire. Un roman, pour moi, c'est encore tout autre chose. Puis j'ai un tel respect pour la fiction et pour les grands auteurs de fiction que c'est une montagne... je me sens encore trop humble pour m'y attaquer. Après, c'est vrai que j'aimerais bien, un jour, appréhender le texte, appréhender le verbe par un autre biais que le seul biais de l'intellect, du décryptage, de la rhétorique. Et, mais en tout cas, Play Livre sera là pour te recevoir. Bah, je l'espère. Moi, je rêve d'un livre comme ça, donc j'espère qu'il arrivera un jour. Écoute, je ne sais pas si ce sera un livre, mais ça prendra peut-être une autre forme. Ah. Mais en tout cas, j'aimerais bien y aller. Et je commence à y réfléchir un tout petit peu. Allez, trop bien. En attendant de regarder ou de lire Clément Viktorovitch en fiction, je vous recommande évidemment Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et décrypter les discours. Vous apprendrez plein de choses. C'est d'utilité publique. Voilà, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec moi dans Play Livre. C'est toujours un plaisir. Et à très vite. Avec plaisir. They come around.